Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct du Rwanda, émission organisée en marge du sommet de l'Union africaine qui se tient ici au pays des 1000 collines. Comme nous avons annoncé, chaque soir, il y aura une émission en direct par rapport à ce sommet. Et aujourd'hui, second jour, second thème, et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Quelle stratégie pour l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique ?» Nos invités sont déjà avec nous. Nous allons prendre connaissance d'eux. D'abord, nous avons sur ce plateau M. Vénuste Karambizi, il est professeur de Relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également avec nous, M. Mohamed Salifou Keïta, il est journaliste et analyste politique. Merci beaucoup. Avec nous également Mme Chantal Kongba, elle est coordinatrice de la plateforme pour la paix et la solidarité. Elle nous vient de la Centrafrique. Merci beaucoup, chère madame. Tout à l'heure, nous sommes rejoints par un autre journaliste et analyste politique, M. André Gakwaya. Il est rwandais. Alors, chers invités, merci beaucoup d'être avec nous pour pouvoir débattre de ce thème combien important pour le continent. Mais avant de commencer le débat, nous allons voir un élément d'illustration, un sujet de la rédaction d'Africa 24. La composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies fait l'objet de sévères critiques. Elle ne reflète plus, selon de nombreux observateurs, la société internationale contemporaine. 70% des questions évoquées aux Nations Unies portent sur l'Afrique, mais le continent n'est pas présent dans les instances de prise de décision. Le consensus des Zuluini, adopté en 2005, a appelé à ce que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies par 7 membres, dont 2 permanents avec droit de veto. Pourtant, jusqu'en 2016, le continent se sent toujours exclu du processus de prise de décision. L'Afrique doit être entendue à chaque fois que ses préoccupations en matière de sécurité et même ceux du reste du monde sont à l'étude. Le Conseil de sécurité et ceux qui le contrôlent doivent donc ouvrir les portes. Il est impératif que nous arrivions avec des propositions globales, des stratégies et les recommandations qui nous permettront d'accélérer la réalisation des objectifs de la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. C'est dans cette perspective que nous continuons d'exiger un modèle de réforme qui assurera le droit légitime de l'Afrique à la représentation géographique juste et équitable au Conseil de sécurité. Les attentes de l'Afrique restent énormes, mais l'une des priorités du continent demeure sans nul doute la lutte contre le terrorisme qui menace la stabilité et les économies de plusieurs pays. En vertu de la Charte des Nations Unies qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale de maintenir la paix et la sécurité internationale, les représentants du continent espèrent faire entendre leur voix. Nous souhaitons que sur le plan international, il y ait plus d'engagement sur les questions liées à l'Afrique. Nous méritons par exemple une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le continent africain, qui ne dispose que de 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, réclame 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents. En 2004, on a assisté à la publication d'un communiqué conjoint ou commun signé par le Brésil, l'Inde, l'Allemagne, qui demandait à être de facto membre permanent du Conseil de sécurité. Et par la même occasion, il disait que l'Afrique aussi méritait d'avoir un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas si longtemps, en 2012, le président de la France, M. François Hollande, a affiché ouvertement son soutien à ce groupe. L'Afrique réfléchit actuellement à une position commune sur la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette position sera communiquée à l'issue du sommet de l'Union africaine qui se tient à Kigali, la capitale rwandaise. Merci à la rédaction d'Africa 24 pour ce sujet illustratif. Pour des questions d'orientation, nous allons partir à la découverte quand même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est? Qui sont les membres réellement? Ensuite, on va penser à la réforme éventuelle du Conseil de sécurité. Est-ce que cette réforme-là s'impose-t-elle vraiment? Et on va finir par se demander quelle stratégie l'Afrique va adopter pour obtenir ce siège permanent qu'elle réclame depuis la nuit des temps. Mais avant, je vais demander au professeur Karambizi, dites-nous, professeur, pourquoi l'Afrique ne dispose-t-elle toujours pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité? Les raisons sont les suivantes. Nous devons comprendre que, même si officiellement, le Conseil de sécurité, comme les Nations Unies en général, sont censés représenter le monde entier.
En réalité, l'ONU représente les intérêts de quelques puissants qui l'ont mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et rappelons-nous qu'en ce moment-là, l'Afrique était colonisée. Elle n'avait même pas de voix. Elle était censée être représentée par ses anciens colonisateurs. Et ceci d'ailleurs a été pour eux un moyen pour obtenir des sièges permanents parce qu'on se basait sur la puissance démographique. Et comme ils avaient des empires coloniaux, des pays comme la France, comme l'Angleterre, etc., étaient comparables à un pays comme la Chine, très peuplé, parce qu'ils comptaient au sein de les populations de leur colonie. Alors, l'Afrique était absente au moment des indépendances. Elle est venue, elle était faible, elle était en position de faiblesse, elle ne pouvait pas réclamer. Après, il y a eu le néocolonialisme, elle était toujours en position de faiblesse. Aujourd'hui, la faiblesse commence à diminuer, pour ainsi dire. Et c'est ainsi que l'Afrique peut réclamer, recevoir, je dirais, son dû. Mais comme nous savons que notre continent est encore, connaît des problèmes de sous-développement, qui génèrent des problèmes de mésentente de temps en temps, etc., etc. Je crois que c'est la raison pour laquelle l'Afrique n'obtient pas encore un siège ou des sièges permanents au sein du Conseil de sécurité. Et ceci ajouté au fait qu'il y a une concurrence dans le monde. Vous savez que les pays comme le Brésil, les pays émergents, les pays comme l'Inde, les pays comme le Japon, qui sont très puissants économiquement, de même que l'Allemagne, eux aussi voudraient avoir des places permanentes au sein du Conseil de sécurité. Et même des parties du monde comme l'Europe orientale voudraient avoir un siège permanent. L'Amérique latine voudrait avoir un siège. Donc, le fait que l'Afrique n'est pas encore assez puissante pour imposer ses vues, il y a la concurrence du reste du monde. Il y a aussi le refus des occupants des sièges permanents, ceux qui contrôlent la puissance au sein des Nations Unies, qui ne veulent pas lâcher des portions de cette puissance. Je veux dire, les 5 permanents, à savoir la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, la France et la Russie. Merci, professeur. Madame Kongba, le rôle essentiel de ce Conseil de sécurité, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale à travers le monde. Mais est-ce que ce rôle-là est bien tenu aujourd'hui? Je dirais non. Il y a un exemple dans mon pays, la guerre depuis 3 ans, et les Nations Unies est là, sur place, mais ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, et pourtant, ils ont tout, ils ont les moyens possibles pour arrêter cette guerre et désarmer les rebelles, mais ils ne font pas leur travail. Et pourtant, ils sont là dans notre pays. Vous pensez qu'ils ne font pas assez ou bien la volonté n'y est pas? La volonté n'y est pas. Vous parlez du cas spécifique de la Centrafrique, votre pays. Oui. Je ne peux que parler de mon pays parce que c'est là où je connais l'histoire, j'ai vécu l'histoire, donc je ne peux que parler de mon pays. Alors, M. Mohamed Salifou Keïta, dites-nous, en prenant du recul, est-ce que le rôle de maintien de la paix du Conseil de sécurité aujourd'hui est vraiment assuré? Bon, il est vrai que parlant de l'Afrique, je vais répondre à votre question. L'Afrique produit beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, ce qui fait qu'il y a une certaine faiblesse qui se manifeste à ce niveau. Et les Nations Unies essayent tant si bien que mal de parer à cela, mais il faut tenir aussi les contingences endogènes et autochtones des pays qui produisent ces guerres et qui produisent ces oppositions à l'interne. Et il est tout à fait indéniable que nous, Africains, nous puissions nous ressaisir au niveau même de l'Union africaine, de trouver des moyens indispensables pour lutter contre ces oppositions, je le disais tout à l'heure, autochtones et indigènes dans ces pays-là, endogènes dans ces pays, comme le pays de Madame, la Centrafrique. Et c'est un conflit qui afflige tous les Africains. Moi, j'étais très, très étonné dernièrement qu'après les élections dans votre pays et qu'il puisse avoir encore des foyers d'opposition et voire même que les armes puissent parler. Et c'est à nous, Africains, cher monsieur, de prendre conscience de ces réalités et de nous projeter de l'avant.
Alors, professeur, on voit quand même des casques bleus dans nombre de pays africains qui viennent, des pays qui sont en conflit. Est-ce que le simple fait d'abord d'avoir des casques bleus n'est pas une volonté quand même de maintenir la paix, quitte à ce que ces casques bleus n'aient pas pu être efficaces dans le maintien de la paix dans les pays spécifiquement? Je constate que nous devons éviter de nous laisser leurrer par les apparences. Apparemment, comme il y a présence de ces troupes, on est tenté de dire qu'il y a une volonté politique derrière. Mais en réalité, partout où ils sont présents, les troupes des Nations Unies échouent presque. Je prends aussi l'exemple de mon pays pendant le génocide. Il y avait 2500 militaires des Nations Unies et au moment où le génocide a commencé, au lieu d'en augmenter le nombre, on les a même retirés. Donc ils n'avaient pas la volonté. Et même au moment où ils étaient là, ils ne faisaient pas grand-chose. Un peu partout, c'est la même chose. Mais ce qui est derrière, c'est quoi? C'est que le monde est encore structuré par les égoïsmes. Et chacun, il va pour son propre intérêt. Et les puissants, mon constat en tant que professeur de relations internationales, c'est que les puissants ne veulent pas que les moins puissants deviennent puissants. C'est comme si les puissants voulaient entretenir le désordre dans le monde des pauvres, des sous-développés, tout en affichant officiellement une littérature qui prétend le contraire. Parce que nous savons que quand il y a l'intérêt direct des puissances, les puissances résolvent le problème très vite. Je vous donne un exemple. Tout récemment, au Congo, si le mouvement M23 a pris fin, c'est que les puissants aient trouvé leur intérêt et cela s'est passé très vite. Mais pour le cas de la République centrafricaine, ça traînaille. Pour le cas du Congo en général, et 20 000 militaires s'éternisent et le problème ne se résout pas. Mais généralement, on pointe du doigt ces grandes puissances-là en disant que c'est parce qu'ils trouvent leur compte qu'ils ne veulent pas que la paix revienne dans ces pays. Mais je me pose vraiment la question de savoir où se trouve leur intérêt quand il y a conflit dans un pays. Le conflit, c'est que généralement, le monde des pauvres est exploité par le monde des riches. L'Afrique, par exemple, elle continue à exporter des matières premières et n'est pas industrialisée. Ces matières premières coûtent très peu cher aux pays qui les achètent et les produits finis tirés des matières premières coûtent plus cher. Et ce qui maintient les pays africains en position permanente d'une mauvaise situation de balance des paiements. C'est-à-dire qu'ils dépensent beaucoup plus pour les importations qu'ils ne reçoivent pour les exportations. Et cela profite à leurs concurrents, ceux qui sont industrialisés. Ça, c'est un cas qui illustre pourquoi les premiers, je veux dire, les développés ne sont pas pressés de laisser se développer les moins développés. Donc, en plus de l'argument donné par mon collègue ici à côté, que les Africains aussi ne s'organisent pas comme il faut, il y a le fait que les puissants aussi ne les aident pas, et ils ont les moyens, souvent détournés, souvent cachés, de les saboter. Et ces deux facteurs maintiennent le statu quo, mais je constate que la responsabilité majeure incombe à nous les Africains. Oui. Nous devons changer à tout prix. Madame Kongba, c'est vrai que le conflit, ça perdure encore dans votre pays, la Centrafrique. Quand bien même il y a des soldats, il y a des forces d'interposition qui sont là, est-ce que ça peut ne pas être une impuissance, un aveu d'impuissance, ou bien vous êtes d'accord qu'il y a une volonté délibérée d'entretenir le conflit parce que quand on l'aura résolu, ça ne profite pas aux puissances internationales? C'est ça le problème. Le conflit est là. Il y a eu des crimes, des viols, des violences à outrance, mais les Nations Unies ne veulent pas arrêter. Ils sont là, ils nourrissent les choses et il n'y a pas d'intervention pour arrêter ces crimes. En province, dans notre pays, les gens sont pris en otage jusqu'à présent. Les femmes ne sortent pas et ils ne vont pas au champ. Et les enfants souffrent, il n'y a pas d'école. Mais les Nations Unies, ils sont là. On leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter la souffrance d'un peuple?
Pourquoi vous ne voulez pas mettre fin à tous ces crimes? Les choses se compliquent et le peuple centrafricain se pose la question de savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Puisque les choses continuent pendant 3 ans, c'est le 4e année. Qu'est-ce qui va se passer demain avec les Nations Unies qui sont basées en Centrafrique? Quelle est leur stratégie? Et le peuple se dit, non, ils sont en train de nourrir la situation. Parce que c'est une grande puissance qui est là dans notre pays. Et ceux qui sont les rebelles, on ne peut pas les comparer avec les Nations Unies. Et pourquoi ne pas les arrêter? Pourquoi ne pas les empêcher de torturer le peuple centrafricain? Il y a toutes ces questions. Et le peuple est fatigué d'attendre. Et la situation ne change pas. Monsieur Keïta, c'est vrai que 66%, selon les statistiques officielles, 66% des questions débattues au sein du Conseil de sécurité de l'ONU concernent l'Afrique. Pendant ce temps, les Africains demandent un siège permanent au Conseil de sécurité. Est-ce que c'est un luxe? Non, ce n'est pas un luxe. Cela tient compte de l'évolution de l'Afrique, de la Société des Nations aux Nations Unies. Il y a une certaine évolution. Le professeur évoquait tout à l'heure la colonisation, aussi le néocolonialisme. Je pense que le mur de Berlin est tombé. Les Africains ont formé des scientifiques, les Africains ont formé des gens des spécialistes en matière de diplomatie, en matière de politique. Je pense que l'Afrique a évolué. Et l'Afrique, je pense que l'Afrique aussi, sur le plan économique, aujourd'hui peut parler. Et je reviens ici, lorsqu'il s'est agi à Nice de la rencontre France-Afrique, Sarkozy disait ceci: il faut faire place à l'Afrique dans la gouvernance mondiale compte tenu de l'évolution de l'Afrique actuellement. Il est important que l'Afrique soit représentée là-bas et que l'Afrique puisse parler de ses propres problèmes. Moi, je pense qu'aussi qu'il y a une certaine réticence de ceux qui sont les membres permanents des Nations Unies, mais cette réticence, on peut la juguler à un moment donné. C'est les États-Unis qui ont voulu qu'il y ait une rotation au sein de ce Conseil permanent, et je pense qu'au niveau de l'Afrique, il nous faut une diplomatie importante, que des lobbyistes se mettent à pied d'œuvre, que nos chefs d'État se retrouvent, créer une commission pour cela, pour que nous puissions appartenir à ce Conseil permanent. Et ce n'est pas un luxe pour notre continent, parce que nous appartenons à l'évolution du monde, et puisque nous appartenons à l'évolution du monde, nous pouvons discuter de tout ce qui se passe dans le monde, parler de nos problèmes et parler du monde entier. Puisque dans les années à venir, notre continent sur le plan économique est le mieux viable, et il est important aujourd'hui que les Africains soient là pour discuter des problèmes de ce monde. Justement, pour aborder un peu dans le sens de Madame, je pense qu'il faut qu'à ce stade, les Africains se disent: nous devons gérer nos problèmes. Ce qui se passe en Centrafrique ne plaît à aucun Africain, mais il est tout à fait important que nous, Africains, que l'Union africaine trouve des moyens indispensables pour juguler cette histoire qui se passe dans votre pays. Mais ça commence d'abord par les Centrafricains, de ne pas vivre ces douleurs. C'est aux hommes politiques de votre pays, c'est aux Centrafricains. Vous pensez que cette prise de conscience au niveau des Africains est possible? C'est possible. C'est possible. Faire la guerre. Nous sommes ici au Rwanda. Moi, je suis frappé par ce que je vois dans ce pays, une capitale propre. Quand vous discutez avec les citoyens, il y a un problème de prise de conscience. Il y a un problème de prise de conscience au niveau de tous les citoyens. C'est ce qui se passe dans ce pays. Donc, il est important que chaque Centrafricain essaye de comprendre qu'il ne peut évoluer que dans la paix. Et que ce que nous appelons, que les hommes de culture, vous savez, je suis un écrivain, le consensus, l'interculturalité, que vous tenez compte de votre diversité culturelle, de votre diversité religieuse pour bâtir un pays normal. C'est ce que les Centrafricains doivent comprendre. Et à l'Afrique de trouver une stratégie idoine pour
avoir ses places au Conseil des Nations Unies, mais l'Afrique doit participer à la gestion de ce monde. Merci. Je vais revenir au professeur tout à l'heure. Mais Mme Kongba, le fait que l'on entende beaucoup du Conseil de sécurité, comme le dit M. Saliou tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas déplacer le problème? Parce que la finalité, c'est d'avoir la paix. Et pour avoir la paix, au lieu d'attendre qu'une tierce personne vienne imposer la paix, est-ce que les citoyens eux-mêmes font suffisamment d'efforts pour se mettre à l'abri de ces conflits-là qui durent beaucoup? On ne comprendra assez ce qui se passe au-dessus de tout ce que le peuple est en train de vivre. Il y a eu Forum de Bangui. Il y a eu beaucoup des réunions de concertation, de réconciliation. Mais après, il y a toujours la même chose. Et quand on pose la question, moi je suis leader d'une plateforme des femmes. Et notre travail, c'est de nous approcher des rebelles, des loyalistes, des autorités et tout. Et parfois on te dit, ce n'est pas de notre faute. On nous a donné des armes. Pourquoi vous avez accepté, même si on vous a donné des armes, pourquoi vous avez accepté de tuer votre frère? Point d'interrogation. Personne n'aura une réponse à ce qui se passe dans notre pays. Et c'est vrai que la volonté politique est là. La disponibilité du peuple est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le nouveau président qui est installé. Et les armes venaient d'où? Puisque à chaque fois, on retrouve des armes. D'où est-ce que les gens-là trouvent ces armes? On ne vend pas des armes dans notre pays, on n'en fabrique pas. Mais ces armes-là viennent d'où? Mais madame, j'ai l'impression à vous entendre parler que la guerre dans votre pays est devenue un business parce que vous avez des profusions d'armes qui rentrent dans votre pays et cette guerre est en train d'avilir votre jeunesse, cette jeunesse africaine qui aurait pu s'occuper d'autre chose, qui aurait pu se former pour bâtir un pays. La Centrafrique, dans les années 70 et 80, sur le plan économique, est un pays viable qui produisait du diamant, même si par concussion, il y a des choses qui se passaient, comme disait tout à fait le professeur tout à l'heure, il y avait le néocolonialisme qui était là, puisque certains dirigeants de votre pays étaient sous coupole. Mais aujourd'hui, il doit y avoir une prise de conscience interne, ne pas faire de cette guerre un business. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me pose la même question pour l'Afrique, et puisque vous voyez dans ce continent plusieurs foyers de tension qui sont allumés inutilement. D'accord, on va embrayer sur quelque chose avec le professeur. Professeur, M. Keïta disait tout à l'heure que les dirigeants des grands pays montrent que nous pour dire attention, il faudrait que l'Afrique dispose de ce siège permanent. Il a parlé du président Nicolas Sarkozy, ensuite le président Hollande également. Mais est-ce que vous pensez que c'est sincère, ces prises de position? Vous savez, il n'y a pas de sincérité dans le monde politique ou politico-diplomatique. Il n'y a que des intérêts, des fonds d'intérêt. Mais je dois peut-être rectifier, compléter ce que vous dites. Ce ne sont pas les dirigeants des grands pays qui réclament le siège, ce sont les Africains eux-mêmes. Les Africains réclament, mais ils sont souvent appuyés. Bien sûr, il est important qu'ils soient appuyés par les puissants. Mais pourquoi là-bas, il n'a eu pas joué le lobbying, justement. Préciser que lorsqu'il s'est agi de cette réforme du Conseil permanent des Nations Unies, l'Amérique a dit qu'il fallait que ça soit tournant. Donc, je me souviens, lors de la guerre de l'Irak, mon pays... Je vais continuer un peu. Oui, allez-y. Oui. Ce phénomène de volonté de la réforme du Conseil de sécurité, c'est quelque chose qui existe depuis les années 60. Et il y a eu une première réforme quand on est passé de 11 membres à 15 en 1963. Depuis lors, il y a des réclamations qui proposent jusqu'à vouloir instaurer des membres du Conseil de sécurité allant jusqu'à 25 pour qu'on ne sert d'autres pays. Parce que la configuration qui marquait le monde au lendemain de la guerre mondiale a changé. Aujourd'hui, il y a des puissances plus puissantes encore
pour ainsi dire, que la France, que l'Angleterre, et des pays comme le Brésil, l'Inde, le Japon, et l'Allemagne. Il y a l'Afrique qui est une puissance, tous les pays mis ensemble, une grande puissance démographique avec plus d'1 milliard d'habitants. Avec ses richesses en termes de terres fertiles, en termes de sous-sol, etc., l'Afrique s'impose. Donc, malheureusement, toutes ces réclamations qui ont été faites période après période, aujourd'hui semblent dormir parce qu'il y a comme un blocage de ceux qui détiennent le monopole, et des sièges permanents avec droit de veto. Mais je constate en tant qu'Africain que les Africains ne doivent pas se laisser faire. Ils doivent utiliser l'intérêt suscité par dans le monde. Aujourd'hui, vous voyez l'intérêt de la Chine pour l'Afrique, en matière commerciale notamment. Vous voyez l'intérêt de l'Union européenne, l'intérêt des États-Unis par la concurrence avec la Chine. L'Afrique devient intéressante. Et comme vous disiez, l'Afrique est devenue puissante. Elle est dotée d'universités, elle se forme. Et le monde est devenu un village. Donc vous dites qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même dans ces appels. L'hypocrisie ne peut pas manquer, mais vous savez, on se défend mutuellement par intérêt mutuel. C'est-à-dire que l'Afrique, par des lobbies, doit susciter le soutien de ces puissants, comme de temps en temps aussi, ces puissants ont besoin d'être soutenus par l'Afrique. Merci. Nous devons, en tant qu'Africains, savoir utiliser notre puissance de négociation et obtenir ce que nous voulons. Non pas même un siège, mais pourquoi pas 2? Pourquoi ne pas étendre le nombre de sièges non permanents? On obtiendra un siège d'abord avant de réclamer un second. Si, chers téléspectateurs, ne partir surtout pas, rester avec nous. Vous pouvez bien participer à cette émission en nous envoyant vos réactions à l'adresse ua2016@africa24tv.com, ua2016@africa24tv.com, et par les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, par l'hashtag Africa24. Chers téléspectateurs, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants.